والقمر في شمالنا على أن نترك ما نحن عليه ما تركناه. On est au milieu de la nuit du 27 au 28 novembre 2024. Sur des canaux syriens, des vidéos de combat filmées par des membres du groupe armé islamiste Hayat Tahrir al-Sham, qu'on appelle aussi HTS, sont envoyées sur Telegram. Ces vidéos sont les prémices des 10 jours les plus fous que va vivre la Syrie depuis la défaite militaire de Daesh en mars 2019. En l'espace de quelques jours, le régime de Bachar el-Assad va s'écrouler et j'ai quasiment pas décroché nuit et jour pendant une semaine pour tout regarder. Pendant plusieurs mois avec mon équipe, on a regroupé et géolocalisé plus de 630 vidéos qui proviennent de différents canaux de combattants et de civils syriens dans tout le pays. J'ai pu suivre quasiment en temps réel tous les combats, la prise de chaque quartier contrôlé par les forces de Bachar el-Assad, mais aussi la ferveur populaire incroyable qui suivait la libération des villes. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans cette vidéo. Avant de commencer, il faut que je vous donne un peu de contexte sur la situation de la Syrie fin 2024 parce qu'elle est encore totalement divisée. Bachar el-Assad dirige le pays depuis Damas, la capitale. Avec son armée, il contrôle tout le sud jusqu'à Alep, qui est la deuxième plus grande ville de Syrie et qui se trouve au nord. Le dictateur contrôle donc les 2/3 du pays et il est soutenu par l'Iran, la Russie et le Hezbollah au Liban. Tout le nord-est est contrôlé par les Kurdes, qui sont eux appuyés par les États-Unis. Et enfin, le nord-ouest est contrôlé par un groupe rebelle islamiste qui s'appelle HTS et qui lutte contre Bachar el-Assad avec le soutien de la Turquie depuis la ville d'Idlib. Pour m'aider à vous expliquer cette offensive qui va entraîner la chute du dictateur, j'ai pu discuter avec Cédric Labrousse, un professeur d'histoire-géographie, spécialiste de la Syrie et qui documente le conflit sur la plateforme X. Ça fait depuis sa création qu'il suit les évolutions du groupe HTS. Alors tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est le groupe Hayat Tahrir al-Sham, mieux connu comme HTS ou HTC selon l'orthographe. C'est un groupe qui peut être qualifié à la fois d'islamiste ou de djihadiste. Il s'est composé en réalité en forme de coalition en 2017. À partir de cette année-là, le groupe ne veut pas seulement avoir des objectifs militaires ou religieux, ça va aussi être l'établissement d'institutions, d'administrations et en réalité la création d'un micro-État dans cette région du nord-ouest syrien autour d'une capitale, la ville d'Idlib, qui avait été conquise par la rébellion en 2015. On est donc en novembre 2024 et ça fait des mois que Bachar el-Assad essaie de reprendre la région d'Idlib. Tous les jours, l'armée du régime bombarde, par exemple rien que sur le mois de novembre, le site LiveViewMap a recensé 284 attaques aériennes. C'est donc ici, entre ces deux villes séparées par 60 km, que tout va commencer. الآن متواجدين بأحد نقاط الانطلاق للأبطال المجاهدين في غرفة عمليات الفتح المبين قبيل المعركة التي يرتقبها جميع أهالي في المناطق المهرة. Les images que vous voyez là arrivent directement du groupe HTS. On voit des militaires très bien équipés qui préparent leur matériel et qui montent dans des véhicules blindés. L'objectif d'HTS, c'est de mener des attaques simultanées sur plusieurs fronts en même temps, en utilisant les routes principales qui permettent d'accéder à Alep, notamment la route 62 et la route 60. Ce que cherche la coalition d'HTS, c'est de briser rapidement la ligne de défense des forces de Bachar, qui protège Alep avec une zone tampon de 20 km environ. Et ils vont commencer dès le lever du soleil. Cette vidéo est filmée par un soldat devant un convoi qui part au combat. Et dans la foulée, c'est l'artillerie qui commence à pilonner cette zone. L'ampleur de l'attaque va surprendre les forces de Bachar. On peut notamment le voir sur cette vidéo qui a été beaucoup partagée. Il est 11h38 et on voit une douzaine de soldats qui s'enfuient de leur poste en courant à travers champs. Grâce aux différents repères dans le paysage, on a réussi à géolocaliser cette scène qui se déroulerait ici, dans le village de Kaptan al-Zabal. Les soldats sont donc en train de battre en retraite en direction d'Alep.
Et en fait, cette retransmission vidéo, elle provient d'un écran d'un pilote de drone qui donne des infos en direct aux hommes d'HTS sur le terrain. Ensuite, aux alentours de midi, heure française, HTS annonce officiellement l'attaque en diffusant cette vidéo. وبإرادة لا تلين وعزم لا ينكسر نعلن بدء عملية عسكرية لردع العدو إنها حرب معلنة. L'homme que vous voyez là, c'est le commandant Hassan Abdelghani, porte-parole du groupe HTS. Il revendique donc l'attaque et officialise le début de l'offensive. Vers 15h, quelques heures après l'annonce officielle du porte-parole, une vidéo postée sur X montre l'avancée des rebelles. نحن الآن في بلدة قبطان الجبل بريف حلب الغربي. تمكن المجاهدون من السيطرة على هذه البلدة بعد معارك عنيفة مع عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية. On y voit donc des soldats de HTS qui se filment sur un point stratégique capturé à l'armée de Bachar el-Assad. Très rapidement, la vidéo est géolocalisée par des activistes et il s'agit du village de Kaptan al-Zabal, le même endroit où des soldats s'enfuyaient tout à l'heure. Sur cette autre vidéo qui a été diffusée quelques heures plus tard, on voit un tank d'HTS ici en train de s'approcher des habitations où se cachent des soldats du régime. On peut voir la rapidité de communication entre le centre de commande et les hommes sur le terrain. Ils prennent en photo la scène pour prévenir les soldats dans le tank qu'il y a des militaires du régime au sud de leur position. Et quelques secondes plus tard, le canon du char pivote et tire en direction des hommes de Bachar el-Assad. Cette vidéo aussi, on a réussi à la géolocaliser et en fait l'action se déroule sur la route 60 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le plan d'attaque se déroule comme prévu. Concernant les soldats du régime, on voit très peu de publications à leur sujet, mais vers 17h, je tombe sur une vidéo filmée par 7 hommes qui essaie de motiver les troupes fidèles à Bachar el-Assad. Quelques minutes plus tard, les soldats d'HTS répliquent sur leur canal Telegram en diffusant une vidéo montrant plusieurs soldats du régime qui viennent d'être faits prisonniers. من وين؟ هلا من وين انت؟ من وين؟ من شوي ابوينا بطلي حياوي خمس هيك مليح هيك انبسطتوا؟ طلي شو على الفيسبوك بس انا بنصح كل شو واحد بالجيش هذا الجيش بشار الاسد ينشق بعد شو؟ نصيحة وين مصور؟ نصيحة ما؟ ماشي ورجيني ايدك شوي هذا مصيركم ها؟ هيك اسرى وقتله شطة. Sur les réseaux sociaux, on commence aussi à voir des images du matériel qui est abandonné derrière eux par les soldats du régime. هاي كلاب الاسد عايشين اغراضهم بيحولهم هاي الشيخ ابو موسى يا حي الله قواعد وين صواريخ من ده هذه غنايم الجيش النصيري بأيدي المجاهدين يا عدام ايش هالصواريخ يا عدام على الاسد على الاسد. Mais les soldats d'HTS ne capturent pas que des armes, ils vont aussi s'approprier énormément de véhicules militaires. Sur cette vidéo, on voit un tank russe T-72 qui a été capturé, suivi d'un char BMP-1. Quand on géolocalise cette vidéo, on comprend qu'on est toujours dans la zone de Kaptan el-Zabal. Mais sur le front un peu plus au sud, les soldats de HTS progressent aussi et continuent de capturer du matériel près de la route 60. Cette fois-ci, c'est des canons anti-aériens qui sont saisis. Un peu plus tard dans la journée, aux alentours de 18h15, je continue de voir la progression d'HTS puisque je tombe sur cette vidéo tournée depuis le village d'Anzara. Ce soldat déchire le portrait de Bachar el-Assad et vous allez le voir par la suite, c'est un symbole très important qui reviendra souvent pendant la conquête des villages. Et aussi, ça prouve bien qu'HTS est en train d'avancer sur la route 62. La journée s'achève et le soir, on reçoit des vidéos de soldats d'HTS qui célèbrent ce premier jour de l'offensive devant un char T-72. Il faut saisir en fait que c'est une opération qui a été planifiée sur du très long terme. Mais cela suppose d'avoir un contexte favorable afin de lancer l'offensive. Tout d'abord, on a une Russie qui va s'impliquer sur le champ ukrainien et qui ne va pas avoir un regard forcément systématique sur la question syrienne. Ensuite, on a l'Iran, qui est dans une posture assez complexe vis-à-vis d'Israël, et notamment à partir de l'année 2023 et du 7 octobre 2023, où l'opération du Hamas, qui va être soutenue par le pouvoir iranien, va détourner aussi le regard iranien vers Gaza.
Et à partir de ce moment-là, on a aussi un autre domino qui va tomber, c'est le Hezbollah, qui est impliqué aux côtés du régime syrien depuis 2013 et qui, par l'intervention israélienne au sud Liban, va aussi se détourner du champ syrien pour retourner sur son champ d'opération libanais. Il y a un truc que l'on sait un peu moins, c'est qu'en fait, depuis plusieurs années, HTS avait pris contact avec des éléments du régime, que ce soit des officiers de l'armée, que ce soit de hauts personnels de l'administration, afin de préparer le terrain d'une opération militaire. On a en réalité des taupes au sein du régime qui vont permettre soit l'entrée de troupes de la rébellion lorsque le moment sera venu, soit la désertion de troupes syriennes auxquelles on ordonnera tout simplement de quitter le champ de bataille et de ne pas s'opposer à ces troupes. Et à ce moment-là, les pièces de l'échiquier sont prêtes et on peut commencer la partie. Très tôt le matin du 28 novembre, vers 6h30, la bataille d'Alep commence, mais pas tout à fait à l'endroit qu'on s'attendait. En fait, les soldats d'HTS ouvrent un front beaucoup plus au sud. Dans la légende de la vidéo, c'est indiqué « violent combat sur l'axe Sarakeb », ce qui voudrait dire qu'HTS est en train d'essayer de prendre un point très stratégique, la ville de Sarakeb, ici à 50 km au sud d'Alep. Et prendre Sarakeb, ça voudrait dire couper la ville d'Alep de son axe principal de communication avec la capitale Damas. Cet axe, c'est l'autoroute M5 et c'est une des plus importantes du pays parce qu'elle relie les deux villes sur 360 km. En fait, en prenant cet axe, le groupe HTS empêcherait les soldats du régime de Bachar qui sont présents à Alep de recevoir des renforts. 20 minutes plus tard, je tombe sur les premières vidéos qui montrent de la torture sur des soldats de Bachar qui sont des prisonniers de guerre. Je peux évidemment pas tout vous montrer, mais la vidéo s'arrête avant qu'on sache ce qu'est devenu cet homme. Faut savoir que tout acte de torture commis sur un prisonnier est considéré comme un crime de guerre. Et des vidéos comme celle-là, je vais en trouver plusieurs au cours de l'offensive. En fin de matinée, vers 11h, l'aviation de Bachar el-Assad riposte. Le dictateur répond comme il a l'habitude de le faire, il bombarde des zones qu'il vient de perdre en visant des lieux souvent occupés par des civils. Comme on peut le voir aussi avec cette vidéo diffusée un peu plus tôt le matin du 28 novembre à 10h10. Les frappes ne visent pas des soldats ou des positions militaires, mais le marché principal du village où les gens étaient en train de faire leurs courses. 3 civils meurent sur le coup. Cette scène, elle se déroule dans le village de Daratidza, ici à quelques kilomètres de la nouvelle ligne de front sur la route 62. Et sur la route 60 plus au sud, les bombardements sont encore plus meurtriers. Dans cette vidéo diffusée par les casques blancs syriens, qui sont des secouristes, on les voit en train d'aider des civils pris sous les décombres d'un bâtiment résidentiel bombardé. La scène se déroule dans le village d'Atarib, ici dans la zone que les soldats d'HTS viennent de conquérir. Mais les explosions sont tellement violentes que les casques blancs retrouvent 15 personnes décédées sous les décombres. Malgré ces bombardements, les soldats d'HTS continuent leur avancée. Vers 13h30, une autre vidéo est postée sur X. Elle a été tournée ici, à Ourem al-Koubra, à seulement 19 km d'Alep. Donc ça veut dire que les soldats d'HTS se rapprochent de plus en plus de la ville. À 17h11, je tombe sur cette vidéo publiée sur X. On entend plusieurs soldats du groupe HTS qui se réjouissent d'avoir capturé un carton rempli de 7 drones FPV. Faut savoir que ça fait très longtemps que les drones civils sont utilisés dans la guerre en Syrie. Et dans cette offensive, ils vont avoir un rôle stratégique majeur, et ça HTS le fait savoir dès les premiers jours en diffusant cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer le niveau de préparation et d'armement qu'ils possèdent. En fait, ils savent que le pouvoir de Bachar el-Assad est fragile et ils vont beaucoup jouer sur la propagande et la communication pour terroriser les forces armées du régime. On va en avoir la preuve en direct sur la chaîne Telegram de HTS. Ils diffusent cette vidéo le jeudi 28 novembre à 18h27. On y voit un bataillon de soldats de Bachar qui se déplace à pied, escortés par des véhicules blindés. Ils vont se faire harceler par les dronistes d'HTS. Cette scène, elle se passe sur la route 60, après le village d'Ourem al-Koubra, à 13 km d'Alep.
En fin d'après-midi, un message du commandant Hassan Abdelghani est diffusé sur Telegram. واليوم بدأت قواتنا بتنفيذ ضربة استباقية جديدة في ريف أدلب الشرقي حيث بدأت تحصينات العدو بالانهيار منذ اللحظات الأولى للتقدم بفضل الله. وإلى جنود النظام المجرم نقول لكم بادروا بالانشقاق عن هذه الطغمة القاتلة وانضموا لأبناء بلدكم. Dans cette vidéo, il demande clairement aux soldats du régime d'abandonner leur position ou de se rendre. Et c'est ce que beaucoup d'entre eux vont faire. À 18h28, je tombe sur cette vidéo où on peut voir des soldats du régime se faire capturer par des soldats d'HTS. En analysant le décor et grâce au pont qu'on peut voir derrière, je comprends qu'une partie des troupes d'HTS sont déjà vers Zerbé, à cet endroit sur l'autoroute M5. Et donc ça veut dire que même sans avoir pris Sarakeb, les forces de Bachar ne pourront plus recevoir de soutien et Alep commence à être coupée du régime. En réalité, ça va très très vite. À 18h45, une autre vidéo confirme l'avancée fulgurante des soldats d'HTS. Ils viennent de prendre en embuscade des soldats du régime dans leur camion militaire. Cette attaque, elle se passe ici, à Khan el Assal, un des derniers villages avant Alep. Et ça veut dire qu'en seulement 2 jours de combat, HTS est déjà aux portes de la ville. À 21h25, une vidéo impressionnante est diffusée sur Telegram. On peut y voir une dizaine de camions, des véhicules blindés et des centaines de motos en train de se préparer. On apprend que c'est un convoi d'une coalition d'HTS avec d'autres groupes armés islamistes qui est en train de se préparer dans les environs du village d'Awarkilis, à 75 km au nord d'Alep, à la frontière avec la Turquie. On comprend qu'HTS est en train d'organiser une grande offensive avec d'autres groupes armés. Après avoir encerclé Alep, il prépare l'assaut final. Au matin du 29 novembre, une partie du convoi mené par le groupe HTS fonce sur l'ouest d'Alep par la route 62 pour rejoindre un quartier qui se situe tout juste en périphérie de la ville et qui s'appelle le Nouvel Alep. Sur cette vidéo, on distingue bien la mosquée Zayn al-Abidine qui se situe ici à l'entrée du quartier. Et dans cette zone résidentielle, les soldats d'HTS qui sont en première ligne et qui sont chargés d'ouvrir le front y rencontrent très peu de résistance. Donc très vite, ils prennent possession de ce quartier d'Alep. Après ça, en réalité, tout va aller très vite et un peu partout dans la ville. Vers 14h, un groupe de soldats se filme en train de capturer un canon qui appartenait à l'armée de Bachar. غنائم ميليشيات الأسد غنائم ميليشيات الأسد تحت أقدام المجاهدين الله أكبر هذا المدفع موجه على المناطق المحررة مناطق اللي فيها مأهولة بالسكان هذا المدفع كان عن يرمي الله عز وجل هذه أسلحتكم يا من ضربتم أهلنا في المحررة ستدار عليكم وتدك على رؤوسكم بإذن الله عز وجل تكبير الله أكبر. Ensuite, vers 14h30, c'est ce poste de contrôle routier qui est capturé. اقتحام الحاجز بأول دخولية حلب كاملين حلب يا رب. À 16h44, cette vidéo est diffusée par HTS. إخواني نبشركم بدأ الدخول إلى حلب المدينة. ذلك فضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. سندخل محررين إن شاء الله إلى حلب. نرفع الظلم عن أهلنا هناك. أوصوا جميع الأخوة بعدم الدخول إلى بيوت الناس بتأمينهم برفع الظلم عنهم بأن لا تكون هناك أي تجاوزات حسب التعليمات التي وزعناها على الأخوة. La personne qui est au téléphone et que vous connaissez peut-être tous maintenant, c'est Ahmed Al-Chara, plus connu sous son nom de guerre Abou Mohamed Al-Joulani, le chef du groupe HTS. C'est lui qui, à partir de fin 2017, dirige le groupe armé depuis la ville d'Idlib et c'est un ancien djihadiste d'Al-Qaïda. علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية.
Abu Muhammad al-Julani, Ahmad al-Shara, ce sont deux individus en un. C'est-à-dire que l'on a l'homme politique que l'on connaît depuis 2017 et on a aussi le djihadiste, celui qui a fait le front irakien et où il a pris son guerre, Abu Muhammad al-Julani. Il est né en Arabie Saoudite, à Riyad. C'est un homme qui a un parcours universitaire, une fois qu'il était revenu dans sa jeunesse en Syrie. Il a fréquenté des cercles nationalistes arabes. Son père était d'ailleurs un militant nassériste. Et donc c'est un homme qui n'a pas qu'un contexte salafiste ou djihadiste dans son éducation et dans sa formation politique. C'est le champ irakien qui va en faire le djihadiste qu'il va devenir et le cadre de groupe armé qu'il sera en Syrie par la suite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je reviens à cette journée du 29 novembre, il est 17h36 à Alep et les soldats d'HTS utilisent des haut-parleurs pour prévenir la population dans les quartiers qu'ils viennent de conquérir. À 21h16, c'est le commandant Hassan Abdelghani qui prend la parole sur le canal Telegram d'HTS. إلى أهلنا الكرام في مدينة حلب نحن أبناؤكم وإخوانكم أبناء هذه المدينة إن قواتنا تتوغل في أحياء حلب ومستمرة بالتقدم بعون الله نناشدكم التعاون والتكاتف معنا في هذا الطريق ستعود مدينتنا رمزا للسلام والحضارة إن شاء الله. À 23h34, je comprends qu'HTS est entré dans Alep parce qu'on reçoit des images d'une des principales prisons de la ville, la prison Tariq Ibn Ziyad, qui se situe à cet endroit, et il libère absolument tous les prisonniers. Dans ces prisons, il faut imaginer que ça fait 53 ans que la famille Assad enferme n'importe qui et de manière complètement arbitraire. En gros, dès qu'une personne était soupçonnée d'être contre le régime, elle était incarcérée et torturée. Le rapporteur des États-Unis auprès de l'ONU estime qu'en août 2019, près de 128 000 personnes étaient détenues par le régime syrien, dont des médecins, des travailleurs humanitaires, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. زمانه كان في واحد صغير يقول 1 زائد 1 يسوي كذا. نحن اليوم بنقول 1 زائد 1 يسوي مدينة حلب. مدينة حلب عم تلبس الثوب الأخضر وبإذن الله مدينة حلب كامل رح تصير خضراء. خلفي تماما دوار الشفاء في مدينة حلب. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. À 23h39, on se rend compte que les soldats d'HTS arrivent par centaines aux portes de la ville d'Alep. Ils envahissent totalement le rond-point Bassel qui se situe ici à l'ouest de la ville et c'est que le début. Vers 1h30, un petit groupe de soldats d'HTS se filme en train d'envahir la célèbre citadelle d'Alep, qui est vraiment le cœur historique de la ville. Et c'est là qu'on comprend qu'Alep va être enfin libéré du régime de Bachar el-Assad. Et au matin de ce samedi 30 novembre, c'est ça la carte de l'avancée des forces d'HTS. Il reste donc encore quelques zones à conquérir, et c'est ce que vont faire ces bataillons tout au long de la journée. Et en regardant les réseaux sociaux, on se rend vite compte qu'il n'y aura pas beaucoup de résistance et que c'est surtout la population qui va sortir dans la rue pour célébrer le départ des troupes de Bachar. Alors qu'Alep est tombé aux mains d'HTS et que tout le monde en parle dans le pays, silence radio du côté de Bachar el-Assad qui n'a toujours pas pris la parole dans les médias. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Bachar el-Assad n'est pas en Syrie à ce moment-là. Il suit la guérison et le traitement contre le cancer de sa femme à Moscou, en Russie. Et il ne revient en fait en Syrie que durant l'offensive. Pourquoi une telle désertion en termes de communication, en termes d'apparition publique de la part des hauts cadres du régime ? Avec le recul, forcément, on a deux pistes. Soit c'est le fait est qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se dérouler et ils n'arrivent pas à réagir, soit de toute façon, ils comprennent, sans vouloir le dire, que ce qui est en train de se passer, le vrai enjeu, c'est la chute du régime, en fait. Et comment gérer cette chute du régime ?
Maintenant que l'autoroute M5 est complètement occupée par HTS, le commandement envoie ses troupes en direction du sud dès la fin de l'après-midi. C'est pas dit officiellement, mais on comprend que l'objectif pour le commandement d'HTS, c'est de conquérir la ville de Hama, qui est située ici, à 130 km au sud d'Alep. Et en réalité, c'est aussi un petit peu à ce moment-là que tout le monde commence à imaginer que s'ils prennent Hama rapidement, alors peut-être qu'ils vont libérer tout le pays. Dès 17h12, cette vidéo est postée sur X. Ça veut dire que la coalition menée par HTS progresse déjà très rapidement parce qu'elle est tournée à Khan Sheikhoun qui se situe à seulement 36 km au nord de Hama. Dans le reste du pays, grâce aux réseaux sociaux et surtout à Telegram, tout le monde est au courant de la libération d'Alep, malgré la censure et le silence du gouvernement. Dans la soirée du 30 novembre, dans le sud du pays, les gens commencent à sortir dans la rue pour manifester leur colère contre le régime de Bachar. Dans la légende de cette vidéo publiée sur X à 20h03, c'est écrit que la région de Dera est aussi en train de se soulever, et comme Alep, elle est très importante et symbolique, parce que c'est là-bas que la révolution a démarré en 2011. Et c'est sûrement en partie pour cette raison que les forces du régime ouvrent le feu sur les manifestants. Dans le sud du pays, ça commence aussi à bouger, et notamment des communications de groupes rebelles syriens qui normalement s'étaient dissous à partir de 2018 et qui commencent à refaire une apparition. On voit des vidéos d'hommes armés qui annoncent qu'ils sont capables de combattre. À 23h20, un Syrien diffuse cette vidéo sur X. La scène se déroule ici, au rond-point d'Aria, aux portes de Hama. On y voit plusieurs chars et des dizaines de soldats qui se regroupent. Le régime semble réunir une partie de son infanterie au nord de la ville comme un dernier rempart. La conquête d'Hama risque donc d'être plus compliquée que celle d'Alep. À partir du 1er décembre, les vidéos de combat sont de plus en plus rares. Sur les canaux Telegram, ils postent quelques messages et des photos, mais beaucoup moins de vidéos de conquête de points stratégiques, comme on a pu le voir ces derniers jours. Tous les médias du monde entier ont les yeux rivés sur Hama, et à l'époque, beaucoup disent que les forces d'HTS ont beaucoup de mal à conquérir la ville, et que la situation risque même de se compliquer pour eux. C'est aussi le 1er décembre que Bachar el-Assad s'exprime pour la première fois à travers l'agence de presse officielle syrienne appelée Sana. Selon cette agence, il promet, je cite, d'utiliser la force pour éradiquer le terrorisme, et cette menace, il va la mettre à exécution dès le lendemain. اللهم سلم يا رب ادلب جمدة وار الشمعات. 4 centres hospitaliers d'Idlib sont bombardés dans la journée du 2 décembre. أنا الآن قصف على المشفى محافظة إدلب قصف على مشفى مدني شباب المشفى يا شباب شلون وضعكم؟ Pour les casques blancs et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces bombardements ont été commis par l'aviation russe qui est complice du régime de Bachar. L'implication de l'aviation russe, elle est très très forte dans les premiers jours de l'opposition avec de nombreux bombardements. Mais cette implication de la Russie, on voit très rapidement qu'elle va aller déclinante et qu'au fur et à mesure des jours, ce qui était des dizaines de frappes va se transformer en quelques frappes et à la fin, plus de frappes du tout. Et donc on comprend que chez les Russes, il va y avoir une prise de conscience aussi que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se jouer qu'une simple offensive localisée dans le nord de la Syrie. Pendant ce temps-là, les forces d'HTS préparent l'offensive d'Hama et continuent de récupérer des armes. La ville d'Hama, elle est bien protégée. Déjà au nord, il y a une colline qui surplombe la ville et qui permet de bombarder des troupes qui voudraient arriver par l'autoroute M5. À l'est, il y a plusieurs bases militaires fortifiées qui concentrent des unités d'infanterie et des véhicules blindés. Et enfin, au sud-ouest, il y a aussi une base aérienne d'où décollent des avions de l'armée de l'air syrienne. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons-là que le commandement d'HTS ordonne à ses troupes de contourner toutes les positions de l'armée de Bachar et de les attaquer de manière simultanée et en continu. Par voie aérienne d'abord, avec la brigade des dronistes qui cible notamment le 1er décembre un haut gradé de l'armée de Bachar ici à Souran, au nord de Hama. Le véhicule qu'on voit exploser sur cette vidéo, il transportait officiellement 7 hommes. Il s'agit du brigadier général Hadi Goza, le chef de la sécurité militaire des forces du régime à Hama. Ensuite, les dronistes de HTS vont aussi pilonner d'autres positions fixes, comme ce centre de commande qui se situe ici, à 40 km à l'ouest de Hama.
Et ils vont même arriver jusqu'à lancer des drones kamikazes sur la base aérienne. Ces attaques, elles vont durer comme ça pendant plusieurs jours, et au final, village par village, position par position, la situation va finalement évoluer en faveur des combattants d'HTS. Là, on est le 4 décembre, à 16h37 sur Telegram, une vidéo de chars qui avance dans ce village à 14 km au nord-ouest d'Hama est diffusée. Ensuite, le même jour, une brigade d'HTS envahit deux bases. La première située à 25 km de Hama, et la seconde à 8 km à l'est de la ville. Bachar el-Assad publie ensuite un décret officiel qui annonce l'augmentation automatique de 50% de tous les salaires des soldats de l'armée. Ça ressemble surtout à un acte désespéré parce qu'à ce moment-là, Hama est totalement encerclé. الله أكبر لكنها شغالة الله أكبر من بوابة حماة Avec cette vidéo, on comprend que ce matin-là, il reste encore quelques poches de résistance dans la ville d'Hama, mais ces combats ne vont pas durer longtemps et quelques heures plus tard, HTS s'empare de toute la ville. We're here right now in the eastern entrance of the city of Hama. The population of Hama are on the streets. They are greeting the Mujahideen. They are welcoming the Mujahideen. They are happy to see the Mujahideen in the city of Hama. يا شباب يا شباب والله كأني عم تحرر بلدي اقسم بالله يا شباب نحن داخل مدينة حماه والله العظيم دموع الفرح يا شباب والله كأني عم تتحرر بلدي يا شباب. Le jeudi 5 décembre, les forces de Bachar se retirent complètement de Hama. مبارك مبارك قادمون يا حمص بإذن الله يا أهلنا في حمص استقبلوا أبنائكم جهزوا الأرز جهزوا الورود جهزوا الصغاريد. Peut-être qu'on va vers la chute du régime. On a dans le centre du pays, à côté d'une petite ville qui s'appelle Rastan, un soulèvement d'anciens groupes rebelles et qui vont commencer à reprendre les armes et à prendre le contrôle de petites localités. Et donc on comprend très bien en fait que tout le dispositif sécuritaire du régime à travers tout le pays est en train de s'effilocher et de s'effondrer. À 22h45, le ministre de la Défense prend publiquement la parole pour diffuser ce message complètement lunaire. وأكدوا أن ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت. نحن في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظاً على الأرواح. Bon, évidemment, personne n'y croit, le régime de Bachar el-Assad a déjà perdu 2 des plus grandes villes du pays en seulement quelques jours, le tout avec des milliers d'images filmées par la population qui documentent cette déroute militaire, mais le ministre de la Défense continue de s'enfoncer et il accuse même HTS de diffuser des fausses images. نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع التنظيمات الإرهابية ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مزورة ومفبركة بتقنية الذكاء الصنعي. Dès que la ville de Hama est capturée, les soldats d'HTS foncent vers le sud le long de l'autoroute M5. Leur prochain objectif, c'est Homs, situé à seulement 45 km au sud de Hama. Arrivé à Termaela, un village situé à 10 km au nord de Homs, le convoi des hommes d'HTS se fait bombarder. Mais désormais, les gens n'ont plus peur, la ferveur populaire s'est emparée du pays et galvanise totalement les troupes. Le convoi repart comme si de rien n'était. Ensuite, je tombe sur cette vidéo qui se passe à Latakié, un bastion du pouvoir près de la côte. On y voit un haut gradé de l'armée de Bachar el-Assad qui essaye encore de motiver les derniers fidèles du régime. اليوم نزلت من الجبهة لطمن الجميع لكن الوضع فيني بطمنكم إنه كله تحت السيطرة. Mais pendant ce temps-là, plus au sud, des images hallucinantes nous arrivent depuis la province de Dera, au sud de Damas.
Des centaines de motos déferlent dans le centre de Deraa et partent en direction du nord vers la capitale. Les choses s'accélèrent. On a des mouvements de groupes rebelles qui s'arment et qui commencent à prendre des localités dans le sud du pays. Et donc ces groupes vont se réunir, ils vont créer la chambre d'opération du front sud. Et c'est une chambre d'opération qui avait déjà existé chez les rebelles du sud de la Syrie. Et donc c'est un nom, là encore, qui est fort symboliquement que de faire renaître cette chambre d'opération militaire. À partir de ce moment-là, ils vont prendre le contrôle de leur localité très rapidement parce qu'on observe tout simplement que les forces loyalistes dans le sud de la Syrie soit se retirent, soit désertent tout simplement. Et au même moment, encore dans le sud, mais cette fois-ci dans la ville de Soueida, c'est toute la population qui sort dans la rue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que socialement, tout le monde était à bout. On avait 90% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. Et donc la chute du régime, c'est pas seulement la chute d'un régime politique, c'est pour beaucoup de gens aussi l'espoir que s'il y a une suite, il y a aussi une relance économique. Le poids des sanctions qui pesaient lourdement sur le régime de Bachar al-Assad, beaucoup imaginent que ça y est, ça va prendre fin. Dans toutes les régions du sud, le peuple se soulève. À ce moment-là, personne ne sait exactement où est Bachar al-Assad. Des rumeurs disent qu'il est parti en Russie, d'autres supposent qu'il s'est retranché dans son palais présidentiel à Damas, mais personne n'a d'infos vraiment vérifiées. La seule chose qui est sûre, c'est qu'entre le 6 et le 7 décembre, la plupart des derniers contingents et équipements militaires sont rapatriés vers la capitale. On s'attend tous à une potentielle dernière bataille dans Damas et le bureau de la présidence diffuse même un communiqué officiel le 7 décembre vers 17h via l'agence Sana. Il est écrit que Bachar al-Assad assurerait toujours ses fonctions, ses tâches nationales et constitutionnelles depuis la capitale. Ils vont même jusqu'à préciser que les médias étrangers diffusent des fausses rumeurs sur le départ du président. Quelques heures plus tard, c'est le ministre de l'Intérieur qui prend la parole pour dire que l'armée gouvernementale va tenir tête à la rébellion. قوي جدا أمني وعسكري على الأطراف البعيدة لدمشق وريف دمشق ولا يمكن لأيا كان لا هم ولا مشغليهم ولا داعميهم أن يخترقوا هذا الخط الدفاعي اللي قائم فيه بواسل قواتنا المسلحة. Rien ne va se passer comme prévu dans la nuit du 7 au 8 décembre. Très vite, Bachar al-Assad coupe complètement le contact avec tous les membres de son gouvernement. Il est plus joignable et personne n'arrive à le contacter. En réalité, il avait déjà prévu son départ avec l'aide des services secrets russes et décide de s'enfuir. Selon le magazine américain Bloomberg, il aurait décollé dès les premières heures du 8 décembre depuis l'aéroport de Damas pour rejoindre la base aérienne russe située à côté de l'attaqué avant d'être exfiltré définitivement du pays. Avec le recul, on sait très bien ce qui s'est passé. HTS, ils ont, et c'est un sujet d'ailleurs qui fait polémique en Syrie, ils ont laissé passer beaucoup d'officiels du régime, et notamment, et non des moindres, Bachar al-Assad en personne et sa famille. Toujours avant le lever du soleil, alors qu'on s'attendait à voir des images de guérilla urbaine dans la capitale, je tombe d'abord sur cette vidéo. On peut y voir une dizaine de soldats quitter leurs uniformes et changer de vêtements. Certains vont carrément abandonner leur tenue militaire par terre dans la rue. Et sur cette seconde vidéo, un habitant filme des soldats qui ne semblent pas être en situation d'attaque ou de défense, mais qui courent en pleine rue. Ce qui est intéressant, c'est que quand on géolocalise cette rue, on se rend compte que ce rond-point se situe dans ce quartier, celui de Maliki. Et si on dézoome un tout petit peu, vous allez voir qu'on est seulement à quelques minutes à pied du palais présidentiel de Bachar al-Assad. Et en temps normal, il est ultra sécurisé et ultra protégé. Donc si des habitants de ce quartier-là filment des soldats qui sont en train de s'enfuir dans cette zone-là de la capitale, ça veut dire que potentiellement le palais présidentiel n'est plus protégé. Et apparemment, ce matin-là, les soldats ne sont pas les seuls à s'enfuir, une partie de la population cherche aussi à quitter la ville de toute urgence. On peut voir cette scène hallucinante filmée à l'aéroport international de Damas dans cette vidéo diffusée à 4h55 du matin. شايف حال كله قاعد بطير لهناك ولكم شو بي ولا الله ما احناش عارفين شو فيه قلنا لهم المطار صديق ما حد مصدقنا يا
يا بيي العالم سكرت هربت يا بيي. À 5h22, c'est à l'hôpital Dar al-Shifa, en plein Damas, qu'un homme arrache le portrait de Bachar el-Assad. Et quelques minutes plus tard, on voit les premiers habitants sortir dans la rue pour célébrer. Certains d'entre eux montent carrément sur un char qui semble avoir été abandonné par l'armée. La capitale est en train de tomber. Et je tiens à rappeler au passage que ce n'est pas HTS qui s'empare de Damas. Ce sont les forces de l'armée syrienne libre front sud et des forces druzes qui s'emparent de la capitale. À ce moment-là, par contre, se débloque le verrou de Homs. HTS pénètre dans la ville, acclamé littéralement par la population, et va foncer tranquillement vers la capitale, qui est de facto aux mains de l'opposition. مدخل قصر الجمهوري هاي الدوامر صاروا بقصر الجمهوري. Et à 8h du matin, on comprend que le palais présidentiel est complètement envahi. Alhamdulillah, مدخل قصر. Et dans l'après-midi, on découvre aussi des images complètement dingues du garage personnel de Bachar el-Assad, qui contient une cinquantaine de voitures de luxe. Parmi elles, on compte des modèles de collection comme une Ferrari F50, une Ferrari F430, une Lamborghini Diablo SV, une Mercedes-Benz SLS AMG, une Audi R8 et une Rolls-Royce Ghost. Cette vidéo, elle a fait le tour du monde et elle symbolise parfaitement comment Bachar el-Assad s'est enrichi tout en massacrant son peuple. Pendant les heures qui vont suivre, des dizaines de vidéos de la population qui découvre les richesses du dictateur arrivent sur les réseaux sociaux. C'est la découverte d'un lieu dans lequel quasiment personne n'avait jamais pénétré. Ils ne connaissaient ce palais du peuple uniquement par les médias du régime qui diffusaient des interventions, des prises de parole, mais jamais les gens n'étaient rentrés. Donc il y a vraiment, pour la population syrienne qui rentre dans ces lieux, la reprise de ce qui aurait pu leur appartenir si ce pouvoir avait été un tant soit peu proche d'eux, si ce n'est démocratique. Certaines repartent avec des meubles et d'autres avec des souvenirs. لك في اسانسير بالبيت الله معهم حق مشان الله يتعب لك الادويه الله لا يقيمكم بدلاته يا الله البيت شو حلو لك في صخة تعال حمام هذا مو حمام فكرته حمام طيب ما بعرف شو فيهم. Vers 16h30, c'est Al-Joulani qui arrive à Damas et qui se prosterne devant l'entrée de la ville comme un signe ultime de cette victoire. Une heure après, il est accueilli par des milliers de gens devant la grande mosquée des Omeyyades. ترك سوريا نشر فيها الطائفية أثار فيها الفساد أصبحت عن للكبتاغون في العالم. À la fin de son discours, Joulani fait référence au trafic de Captagon qui a fait en partie la fortune pendant des années de la famille El-Assad. Le Captagon, en fait, c'est une drogue à base d'amphétamine qui est très vendue dans les pays du Golfe. La Syrie était devenue le premier exportateur de cette drogue dans le monde, et là encore, ça montre le niveau de corruption absolu du pouvoir de Bachar. Cette dizaine de jours complètement folle a bouleversé la Syrie, 10 jours qui ont mis fin à un règne autoritaire et inhumain de plusieurs décennies, mais presque un an plus tard, la chute de Bachar el-Assad n'a pas mis fin aux fractures à l'intérieur du pays. Ahmed al-Shara essaye d'incarner un nouvel espoir. Pour ça, il fait beaucoup de déplacements à l'international, en France notamment, mais aussi en Arabie Saoudite où il a pu rencontrer Donald Trump. Mais derrière cette diplomatie de façade, les tensions ethno-religieuses en Syrie restent très fortes. On l'a notamment vu après les massacres d'Alaouites en mars 2025 et plus récemment au sud du pays avec les combats extrêmement violents qu'il y a eu entre les tribus bédouines sunnites et les druzes.
Faut pas non plus oublier la présence militaire israélienne sur une partie du territoire qui ajoute une dimension régionale à une crise qui est loin d'être résolue. La Syrie post-Assad n'a pas encore trouvé la paix, elle a simplement ouvert une nouvelle page qui est pour le moment marquée par beaucoup de violence et d'incertitude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je voulais juste vous dire un petit mot parce que je pense que vous êtes pas mal à avoir vu que j'ai décidé de mettre un terme à ma collaboration avec Brut. Je faisais encore de temps en temps des reportages en freelance pour le média et ça me permettait de financer mes vidéos sur ma chaîne, mais ça c'est terminé. Et vous inquiétez pas, j'ai évidemment plein de projets pour l'avenir, notamment un collectif de créateurs journalistes que j'ai envie de développer sur YouTube et je vais vous en parler très vite. Mais surtout, je vais avoir besoin de vous pour continuer à faire des reportages et des enquêtes. Depuis quelques mois, j'ai ouvert une page Tipeee sur laquelle vous pouvez me soutenir, mais j'ai aussi une page Patreon. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le début d'une nouvelle aventure collective avec plein de gens et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Merci encore pour votre soutien. À très vite.